então a palavra ao primeiro orador, que é responsável atualmente, e já há algum tempo esta parte, da missão do Secretariado-Geral do Mar em áreas tão diversificadas como o direito do mar, biodiversidade, plataforma continental, investigação científica, política marítima europeia, entre outras. É o chefe da delegação francesa junto da Comissão de Limites da plataforma continental. É perito francês junto da Comissão Europeia na Unidade de Política Marítima da DG Mar e foi também diretor das Relações Internacionais do IFERMER. Portanto, é uma pessoa com um vasto conhecimento nesta área e, presentemente, também é membro da Comissão Jurídica e Técnica da Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos. Portanto, sem mais delongas, eu passava então a palavra. Merci, cher modérateur. Bonjour à la salle. Vous m'avez présenté, mais en même temps, je ne sais pas comment commencer ces quelques minutes d'intervention devant vous. Le sujet général, c'est de dire, c'est la coopération scientifique en Atlantique, principalement sur les affaires maritimes. Vaste sujet, notamment lorsqu'il s'agit de faire le lien avec la croissance économique. Vaste sujet parce que j'étais dans la salle quand on a entendu le panel du matin et je suis encore sous le choc de digérer tout ce qu'on a entendu ce matin sur comment aider l'Afrique, quelle est la place de l'innovation technologique dans la coopération internationale avec l'Atlantique. Professeur de relations internationales nous a parlé de la particularité de l'Atlantique. Il n'y a pas un Atlantique, mais au moins deux Atlantiques, l'Atlantique du Nord et l'Atlantique du Sud, puisque ça s'ouvre de façon extrêmement importante. Et surtout, il faisait remarquer qu'il y avait une absence totale de gouvernance à ce moment-là, plus on allait vers le Sud, alors que vers le Nord, quand ça se resserre vers l'Arctique, l'Atlantique du Nord se resserrant vers l'Arctique, comme par hasard, nous avons une sorte de surpopulation de gouvernance. Si je commençais à faire la liste de l'Atlantique du Nord avec la liste des organisations qui toutes ont la préoccupation de la gouvernance, on serait quand même impressionné par ce décalage entre le sud de l'Atlantique et le Nord. Mais là n'est pas mon objet. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut garder en mémoire, ce déséquilibre tel qu'il a vraiment été mis en évidence lors de la première table ronde du panel de ce matin. Et pour ma part, c'est quelque chose que je vais garder en mémoire, qui vont me permettre, dans les semaines qui viennent, de continuer à réfléchir là-dessus. Alors, pour revenir un peu au sujet, nous, de notre table ronde, c'est-à-dire qu'effectivement, comment peut-on, ensemble, se poser des questions d'abord sur la coopération scientifique en général en matière maritime et comment on se les pose à propos de l'Atlantique. Hier, quand j'ai fait quelques mots d'introduction, j'ai dit que le premier défi, quand on parle de l'Atlantique, c'est d'essayer de dire que l'Atlantique doit devenir à terme l'équivalent d'une mer régionale. L'équivalent, je dis bien l'équivalent, je fais très attention, il y a d'éminents spécialistes de géographie et de géopolitique. Mais à terme, pour les objectifs que nous voulons, il faut un jour essayer de se dire c'est une mer régionale qui est bordée par un certain nombre d'acteurs, qui est bordée par un certain nombre d'États. Alors, la dimension de la coopération scientifique, je dirais qu'elle est évidente. On ne peut plus prétendre faire de la recherche scientifique, c'est-à-dire dans un premier temps acquérir des connaissances en étant dans le cadre d'une action unilatérale avec des moyens unilatéraux. Ça, ce n'est plus possible. Même dans nos États développés, dans la partie nord-atlantique, ce n'est absolument plus possible. La coopération scientifique s'est mise en place de façon spontanée entre des acteurs, entre eux, des équipes scientifiques, utilisant les moyens modernes de communication, échangeant les programmes, s'invitant les uns les autres. Donc, on voit qu'il y a une sorte de mouvement spontané de coopération scientifique qui s'est mis en place, et ensuite seulement les responsables de la gouvernance, qui ont les outils de gestion de cette coopération, ont dit mais il y a là quelque chose d'important qu'il faut peut-être canaliser, qu'il faut orienter, qu'il faut financer peut-être un peu plus. Et donc la coopération
s'est inventé, et cela est particulièrement vrai pour l'Atlantique. Pourquoi c'est particulièrement vrai pour l'Atlantique, et notamment l'Atlantique, comme je dis en introduction, du Nord? C'est parce que de part et d'autre, il y a le sentiment, d'où la relation transatlantique dont on va certainement nous parler tout à l'heure, parce que de part et d'autre, il y a le sentiment de l'équivalence des compétences. Il y a une équivalence des compétences. Quand vous êtes en Europe, et au sein de l'Union européenne particulièrement, où l'excellence scientifique est un critère, vous avez en face de vous, comme une attraction naturelle, les équipes américaines et, d'une certaine façon, les équipes canadiennes. Donc là, les deux partenaires se reconnaissent, et les partenaires se reconnaissant trouvent naturel, à ce moment-là, dans un dialogue transatlantique, de dessiner une coopération scientifique. Tout le monde doit en bénéficier. Tout le monde doit en bénéficier. C'est du gagnant-gagnant, comme on dit en français, win-win, comme on le dirait en anglais. Il y a certainement une expression équivalente en espagnol et en portugais. Donc c'est du gagnant-gagnant, et c'est quelque chose qu'il faut absolument encourager. Mais une fois qu'on a dit cela, on a fait la moitié du chemin. Parce que la coopération scientifique, transatlantique, mais ça vaut largement pour les autres bassins maritimes, ça pose immédiatement la question, mais qu'est-ce qu'on fait avec les résultats? Qu'est-ce qu'on fait avec les résultats d'une recherche scientifique? Est-ce qu'on laisse les équipes scientifiques entre elles décider qui publie, qui ne publie pas, quel est l'usage? Est-ce qu'au contraire, on considère que c'est une coopération transatlantique qui va concerner d'autres acteurs que les équipes de chercheurs, donc il y a un objet social ou un enjeu social qui apparaît? Est-ce que c'est public? Quelles sont les conditions de transmission à des acteurs économiques? Et ça, on l'a entendu depuis hier, et c'est particulièrement vrai dans le cadre de la croissance économique, et on nous l'a dit dans la table ronde ce matin. Je crois que c'est M. Spalding qui a beaucoup insisté là-dessus. Il a insisté sur la notion de recherche appliquée. Il dit qu'il faut absolument qu'il y ait de la recherche appliquée. Oui, mais la recherche appliquée ne fait pas l'économie de la recherche dite fondamentale, ou de la recherche de base. Je veux dire, c'est un faux débat que de chercher à les opposer. Je ne vais pas me lancer dans ce débat. Il y a plus de spécialistes de ces questions dans la salle que ma petite connaissance du sujet, qui est une connaissance plutôt intuitive. Donc coopération scientifique, oui. Dans quel cadre? Et le dialogue transatlantique peut y aider. Je pense que j'ai appris hier rapidement que ce dialogue transatlantique va avoir une incursion vers le sud, puisqu'on va y intégrer le Brésil, d'une certaine façon, ce qui est une excellente nouvelle. Mais ça ne règle pas tous les problèmes, parce qu'en termes de coopération scientifique, des États émergents, comme le Brésil, restent empreints d'un fort nationalisme, fût-il scientifique. Et ça, on peut le comprendre. Ils ont besoin de savoir que s'ils coopèrent, quelle est la part qu'ils prennent à l'acquisition des connaissances, à la propriété des données, etc., etc. Donc là aussi, ça me ramène à mon propos initial. Mon deuxième grand axe, et ensuite on redébattra s'il le faut, mais mon deuxième axe important pour l'Atlantique, et toujours l'Atlantique servant d'exemple, mais on va au-delà, c'est que de toutes parts, dans toutes les conférences auxquelles il m'est arrivé de participer, notamment à l'échelle des Nations Unies, les résolutions sont pleines de paragraphes appelant à un accroissement de la connaissance scientifique, qui appellent à un accroissement de la connaissance scientifique. Pas de décision possible, notamment pour lutter contre des formes de pollution, pour protéger le milieu marin, etc., sans un appel à l'acquisition de connaissances scientifiques. Et on voit bien qu'effectivement, vous le retrouvez quand vous voyez le protocole de Londres récemment avec la question du géo-engineering et de la fertilisation. Vous retrouvez cela dans la conférence des parties de la biodiversité. Vous lisez toutes leurs décisions. Vous trouvez à chaque fois développement de l'acquisition de la connaissance scientifique, etc., etc. Et ça nous interpelle comme acteurs qui poussons à la coopération scientifique, que ce soit en Atlantique ou ailleurs, mais ça vaut très largement pour l'Atlantique. Ça nous interpelle parce qu'on se dit, mais quels sont les moyens que nous pouvons mobiliser tous ensemble pour cela? Quels sont les moyens? Comment surmonter les nationalismes, ce que j'appelle moi volontiers des nationalismes scientifiques. Vous avez une série d'États qui sont là autour de la côte, qui se projettent vers l'océan Atlantique,
chacun, et l'exemple de la plateforme continentale portugaise, j'aurais pu faire la même chose pour la plateforme continentale française, chacun se projette à partir de sa conception de son intérêt national en mer. Ce n'est pas pour la beauté de l'expansion, c'est parce qu'il y a derrière ça, à un moment donné, l'accès à des ressources. La croissance, du coup, n'est pas loin. La croissance dont on parle, la croissance bleue, elle n'est pas loin. Donc chacun a en tête l'accès à des ressources. Mais cet accès à des ressources à partir d'une initiative d'un État côtier n'est pas mis au service de la coopération nécessairement. Il n'est pas mis au départ au service de la coopération. Donc là, nous avons une difficulté qu'il faut absolument surmonter. Une difficulté qu'il faut absolument surmonter. On a bien voulu dire tout à l'heure qu'effectivement, j'appartiens à la commission juridique et technique de l'autorité internationale des fonds marins. Là aussi, c'est un accès à des ressources dans une zone dite internationale, mais sur laquelle la faiblesse de la connaissance scientifique est écrasante, la faiblesse de la connaissance scientifique de ces milieux, la protection de la biodiversité des grands fonds marins. Donc là aussi, le défi de la coopération scientifique est réel. Je voudrais conclure rapidement, parce que je pense que d'autres personnes ont des choses aussi importantes que les miennes, sinon plus importantes à dire, c'est que je crois qu'il faut se rappeler, dans le travail que nous voulons faire, tous en commun, avec la croissance économique, qu'il y a quand même des acteurs qui, par rapport à l'océan, sont des acteurs qui ont des droits sur des espaces. Ça me paraît important, et c'est un message que je donne à la Commission européenne. N'est-ce pas, avec toute l'amitié que je porte à tous mes collègues de la Commission européenne, ils ont tendance un peu à oublier que quand vous êtes en mer, vous avez affaire à des acteurs qui ont un cadre juridique. Ils se sont battus pour l'avoir pendant 10 ans de négociations, qui s'appelle la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, 1982. À tel point d'ailleurs que l'Union européenne en tant que telle y a adhéré. Il y a une déclaration d'adhésion formelle qui a été faite avec une déclaration des compétences, et c'est un acteur non négligeable. Et que donc, on ne peut pas développer un partenariat transatlantique ou de la coopération scientifique sans régulièrement avoir en tête les difficultés qui peuvent naître du fait de cette situation juridico-politique, mais connaître ces difficultés, ça permet précisément d'offrir les solutions, d'apporter les solutions. Je parlais du Brésil tout à l'heure. Brésil, si vous venez leur parler de coopération scientifique sans leur dire que vous comprenez quels sont leurs droits sur leur plateau étendu ou dans leur zone économique exclusive, etc., et que vous êtes prêt à en discuter, vous risquez fort d'avoir l'oreille des scientifiques brésiliens, mais certainement pas la signature de ceux qui vont signer des accords avec vous au nom du Brésil. Donc, je suis désolé d'être très optimiste d'un côté, mais plutôt réaliste d'un autre côté. Je voudrais qu'on garde ça en tête. Tout ceci pour dire que ce qui manque aujourd'hui à l'échelle internationale, je sais que je suis minoritaire quand je dis ça, ce qui manque à l'échelle internationale, il faut qu'on y réfléchisse. Et un professeur de Stanford, université américaine célèbre, l'avait dit, pour souligner l'importance de la recherche scientifique, il a dit que ce qui manque à l'échelle internationale, et je l'applique à l'espace maritime en ce qui me concerne, c'est une vraie convention du statut de la recherche marine internationale. Quel est le statut de la recherche marine internationale si on veut développer de manière apaisée les conflits? Ça me paraît quelque chose qui manque cruellement. Pour finir, le dernier exemple, pour vous souligner ce que je pense être vraiment un point stratégique, vous savez que dans le cadre des Nations Unies, et l'Union européenne est extrêmement active, je le sais puisque j'appartiens à cette délégation-là, c'est d'essayer d'obtenir un accord international de mise en œuvre pour les espaces maritimes au-delà de la juridiction nationale, Areas Beyond National Jurisdiction, à propos de la biodiversité. Ce qui est en jeu à propos de la biodiversité, c'est l'accès aux ressources génétiques des grands fonds. C'est le partage équitable de ces ressources, le jour où il y a des ressources au sens monétaire du terme qui se dégagent. Un des sujets de controverse possible, c'est la définition de la bioprospection. Un des sujets de controverse possible, c'est la définition de la bioprospection.
Je ne vais pas en donner une maintenant, mais il faut savoir que derrière la définition de la bioprospection, et ça vaut largement pour l'Atlantique, il y a effectivement toute la définition de la liberté de la recherche scientifique en mer qui est en cause. Donc, c'est des sujets de réflexion que je livre à la salle et je m'arrêterai là. Merci, monsieur le modérateur.